C'est une journée ordinaire pour Harry Hoffman. Dans quelques heures, cet architecte de formation sera avec des clients en plein travail. C'est là que nous allons le retrouver. Un restaurant chic à l'ambiance tamisée. Il est fréquenté par des avocats, des médecins et des architectes comme Harry. Sauf qu'ici, Harry fait le service. Alors, comment vous avez trouvé les gnocchis? Délicieux. Je vous l'avais dit. Oh, vraiment délicieux. Et le crabe? C'est parfait. Excellent. Si Harry se retrouve ici, c'est parce qu'il a souscrit un prêt pour payer ses études, comme la majorité des jeunes Américains. Ce prêt, il a dû commencer à le rembourser dès l'obtention de son diplôme, il y a 4 ans. Seulement, Harry n'a pas trouvé tout de suite d'emploi d'architecte, crise économique oblige. Pour payer les premières traites, il a dû décrocher un job en urgence. Je m'imaginais passer des journées dans un beau bureau, à dessiner, à construire des bâtiments. J'ai un peu renoncé à cette partie de ma vie, même si c'est difficile d'avaler la pilule. Si j'avais été architecte, j'aurais fait la déco de ce restaurant. Le cas d'Harry n'est pas isolé. Il vient de découvrir que son collègue a eu les mêmes rêves que lui. Moi aussi, j'ai commencé comme architecte. Oui, c'était à l'école de Pomona. Ah bon? T'étais à Pomona? C'est une super fac. Heureusement qu'on travaille dans ce restaurant. Sinon, notre situation serait bien pire. Comme Harry, ils sont chaque année des millions d'étudiants à s'endetter. Quelques années à étudier, des décennies à rembourser. Et pour certains, au final, la précarité, parfois même la pauvreté. Comme si l'université américaine pouvait aussi faire dérailler des vies. Comment les étudiants font-ils pour rembourser? Pourquoi les banques leur prêtent-elles autant d'argent? Ces emprunts vont-ils provoquer une nouvelle bulle financière? Nous allons vous emmener dans une Amérique qui voit ses diplômés sombrer, une Amérique qui laisse ses banques tromper sa jeunesse. Au commencement, pour comprendre le phénomène, il faut réaliser une chose. Pousser les portes de l'université américaine, c'est signer un énorme chèque. Nous sommes à Chicago, au salon de l'étudiant. Des commerciaux viennent de tout le pays vanter les programmes de leur établissement. Nous proposons des formations dans le secteur de l'enfance, de la jeunesse et de la santé. Nos perspectives d'emploi sont bonnes. Avec nous, il y a de grandes chances de faire une bonne carrière. Nous accompagnons Alexis, un jeune Américain préoccupé par son avenir, comme tant d'autres. Passer du lycée à l'université est un pari qui engage pour la vie. Je m'appelle Alexis. Je suis intéressé par des études de psychologie. Ma question, c'est combien de temps il faut pour aller jusqu'au bout? La plupart de nos cursus durent entre 5 et 7 ans. Entre 5 et 7 ans. Et ce programme vous coûtera 30 000 $ par an. 30 000 $, soit plus de 20 000 €. Pour devenir psychologue, il faut donc débourser au minimum 100 000 €. Aux États-Unis, on investit dans un diplôme comme on achète une maison. Ce qu'il y a de bien dans notre cursus, c'est qu'il est plutôt bon marché. Ça coûte 11 000 $ par semestre, c'est-à-dire 22 000 $ par an. Au bout des 4 années d'études, on doit s'attendre à quel montant d'endettement? La dette pourrait atteindre 200 000 $ à la fin des études. 200 000 $, c'est-à-dire 150 000 € pour devenir médecin. En France, un étudiant paierait 50 fois moins dans une université publique. Pour ceux comme Alexis qui n'ont pas de fortune familiale, emprunter est l'unique solution. Cette dette s'alourdit au fil du temps et pour nous, les gens des classes populaires, c'est difficile de s'engager sur des montants pareils. Mais rares sont les étudiants prudents comme Alexis. La plupart n'imaginent pas, en souscrivant leur emprunt, qu'ils signent une ardoise qu'ils devront régler parfois toute une vie. En Californie, Harry s'en mord encore les doigts. Il se demande chaque matin s'il parviendra un jour à se débarrasser de sa dette.
Une dette colossale. 200 000 $, soit 150 000 €. C'est ce que lui ont coûté ses études. Chaque mois, la banque lui demande 2 000 $, soit 1 500 €. Problème, c'est à peu de choses près son salaire. Il ne peut pas tout payer, il ne rembourse que les intérêts. C'est impossible pour moi de rembourser ce qu'il me demande et en même temps de payer mon loyer et ma nourriture. Si tu regardes là, c'est les intérêts. 33 489 $. Tu peux t'acheter une très belle voiture avec ça. Ma dette totale ne fait qu'augmenter. C'est effrayant. En principe, un prêt étudiant sert de tremplin pour une vie meilleure. Dans la réalité d'Harry, ce serait plutôt un toboggan vers la précarité. Il a misé 150 000 €, il ne lui reste que ses cahiers d'étudiant. Ça, c'est mes devoirs d'avant. Mon portfolio de l'école d'architecture. Vous le regardez souvent? Non. Sinon, ça me donnera envie de m'y replonger. Ça, c'est un immeuble d'affaires que j'ai dessiné. Pour se débarrasser au plus vite de son fardeau, Harry est prêt à tout essayer. Bonjour à tous, en direct de San Diego. Je m'appelle Harry Hoffman, je suis directeur commercial de Gobi H2O. Et je vais vous parler de notre super bouteille réutilisable. Du téléachat sur Internet pour une gourde, le diplômé en architecture n'aurait jamais imaginé en arriver là. C'est du plastique compressé, ce qui se fait de mieux sur le marché aujourd'hui. C'est extrêmement solide. C'est inusable. Pour régler ses dettes, Harry va devoir un peu patienter. Vous gagnez combien avec ce business? Combien je gagne, moi? Pas un copec. 0. Je fais tout ce que je peux pour m'en sortir, pour garder la tête hors de l'eau. J'espère pouvoir rejoindre l'île qui est là-bas au loin, là où un jour j'espère boire mes margaritas. Mais l'île ne se rapproche jamais. N'y arrive pas. Chaque année, ils sont des millions de diplômés à ne pas pouvoir rembourser leur retraite. Aucune région n'est épargnée. Comble de l'absurdité, certains ont même accumulé tellement de dettes qu'ils ont été contraints d'abandonner leurs études. Nous sommes dans l'État du Massachusetts. Bienvenue à Dunkin' Donuts. Que puis-je faire pour vous? Bienvenue à Dunkin' Donuts. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Stéphanie maudit chaque jour qui passe depuis qu'elle a dû quitter son école d'art graphique. 6 mois avant la fin de ses études, sa banque a brusquement arrêté de lui prêter de l'argent. Ce chiffre sur le chronomètre, c'est pour indiquer à quelle vitesse on travaille. Bienvenue à Dunkin' Donuts. Que puis-je faire pour vous? Vous travaillez au bon rythme là? Là non, on n'est pas assez rapide. Il faut être à combien? De préférence dans les 90. Vous avez la pression là? Bienvenue à Dunkin' Donuts. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? C'est un travail terriblement répétitif. Je déteste ça. Moi, je voulais travailler dans l'art, créer pour des bandes dessinées, Batman par exemple. Ça, c'est mon job rêvé. On en est assez loin aujourd'hui, non? Ouais, j'en suis très loin. C'est la vie. À 25 ans, pour Stéphanie, c'est double peine. Sans diplôme, elle ne peut pas trouver du travail dans son domaine et elle doit rembourser une très lourde dette. J'ai payé 150 000 $ pour servir du café. Je hais ce que je fais. Stéphanie a de quoi être amère. Toute l'histoire de son naufrage tient dans une caisse. Ces lettres que sa banque lui envoie depuis des années. Sa banque s'appelle Sallie Mae. C'est elle qui prête à la majorité des étudiants américains. Un, 2, 3, 4, 5... 15 prêts sur ces deux papiers, avec des sommes qui vont de 2 000 à 22 000 $. Et je ne sais pas pourquoi. J'avais 18 ans. Je n'y connaissais rien. Je savais seulement que c'était le moment d'aller à l'université.
J'étais très naïve, mais en même temps, ces gens-là n'étaient pas du tout naïfs. Ils savaient ce qu'ils faisaient. J'aimerais tellement me réveiller dans le passé et me mettre une gifle et me dire « Ne sois pas stupide ». Mais là, je suis endettée pour le reste de ma vie. Comment sa banque a-t-elle pu autoriser autant de prêts? Pourquoi n'a-t-elle pas tiré avant la sonnette d'alarme? Pour répondre à ces questions, nous avons rendez-vous avec Harrison. C'est un étudiant et un militant anti-prêt. Il refuse lui-même d'en souscrire. Avec lui, nous poussons la porte des agences bancaires pour voir quelles garanties sont demandées aux étudiants emprunteurs. Les employés nous informent que les souscriptions se font exclusivement en ligne ou par téléphone. Chez Harrison, nous appelons par Internet Sallie-Mae, la banque de Stéphanie. Bienvenue à Sallie-Mae. Nous allons découvrir que l'employé au bout du fil n'a qu'un seul objectif, vendre ses prêts sans jamais se soucier de la solvabilité des étudiants. Merci d'appeler Sallie-Mae. Je m'appelle Chris. Vous êtes en train de me dire que je peux emprunter sans limite? Que ça dépend seulement du prix de la fac? Oui, c'est bien ça, il n'y a pas de limite. Donc, si je veux faire un doctorat ou si je veux faire une faculté de droit, je peux emprunter 200 000 $, si c'est le tarif. Oui, c'est bien ça. Même si je ne suis pas sûr de trouver un emploi plus tard, je suis quand même éligible pour cet emprunt? Oui, puisque vous êtes encore étudiant, c'est bon. Vous êtes bien étudiant, monsieur? Oui. Et vous avez besoin de mon historique de crédit ou de mon niveau de revenu? Non, pas d'historique de crédit. Pas besoin de savoir si vous avez un travail ou pas. Rien de tout cela, ne vous inquiétez pas. Harrison n'en revient pas. Il vient d'apprendre qu'il peut emprunter jusqu'à 200 000 $ sur un simple coup de fil. C'est vraiment... Ne vous inquiétez pas, prenez, voici l'argent. C'est pas étonnant si les étudiants se retrouvent endettés avec des banques qui sont très heureuses de pouvoir prêter à n'importe qui. Harrison serait peut-être encore plus indigné s'il savait comment la banque Sallie-Mae harcèle ses débiteurs. Stéphanie en sait quelque chose, elle qui doit vivre en colocation pour payer son loyer. Sallie-Mae lui réclame 1 400 € par mois, elle en gagne 1 300. Elle a reçu aujourd'hui une nouvelle lettre de rappel. Ça, c'est la méthode douce. Ma banque m'appelle tout le temps. Là, j'ai 5-6 appels vendredi, 11, 12 mercredi. D'habitude, je ne décroche pas. Parce que je ne veux pas avoir cette conversation à chaque fois. Comment allez-vous nous rembourser? Je ne sais pas, je ne l'ai pas, cet argent. Est-ce que vos parents peuvent vous donner de l'argent? Vendez votre voiture. Mais moi, je ne peux pas faire ça, j'en ai besoin pour aller au travail. C'est très stressant. À chaque fois que je réponds, je pleure. Beaucoup. Pourtant, Stéphanie fait tout pour s'en sortir. Serveuse le matin dans une cafétéria, serveuse le soir dans une pizzeria. Ça vous fera 71,75 $. Stéphanie doit compter sur ses pourboires pour assurer son quotidien. Là, j'ai 11 $. Ça va aider à payer l'essence. Les pourboires cette semaine vont m'être précieux. J'achèterai ma nourriture avec et tout le reste dont j'ai besoin. À cause de la crise, le restaurant fonctionne au ralenti. Stéphanie cherche d'autres emplois. Elle a même posté sur Internet une annonce de femme de ménage. Voilà, 153,19 $ pour une semaine de travail. Je suis sur le point de me déclarer en faillite personnelle parce que je ne peux pas rembourser mon prêt étudiant. Ça veut dire quoi, faillite personnelle? Ça veut dire qu'ils peuvent saisir une partie de mon salaire, entre 10 et 35 %, directement. 2 semaines après notre tournage, Stéphanie n'a pas eu le choix. Elle a dû se mettre en faillite personnelle.
Maintenant que la banque va se servir directement sur son compte, les revenus de la jeune femme sont dérisoires. Les étudiants américains vivent à crédit. Leurs dettes ont atteint un niveau record l'année dernière. 1000 milliards de dollars, l'équivalent de la dette publique espagnole. Au-delà des destins individuels, c'est devenu un enjeu national. Le président américain a fini de rembourser son propre prêt étudiant il y a seulement 8 ans. Vivre avec ce type de dette oblige à faire des choix douloureux au moment de commencer sa vie d'adulte. Ça peut être renoncer à acheter votre première maison. Ou alors ça vous pousse à fonder une famille plus tard. Ce n'est pas juste dur pour vous, dur pour votre famille, c'est douloureux aussi pour toute notre économie. Dans tous les esprits, il y a la crise des emprunts immobiliers, les fameux subprimes. C'était il y a 5 ans. Les banques avaient été accusées d'avoir prêté sans aucun discernement. Une agence fédérale est née l'année dernière pour les surveiller. C'est la mission de Rohit Chopra. Tous les dossiers qu'il traite concernent les prêts étudiants. Pour lui, le problème est presque réglé. Nous avons constaté de fortes ressemblances entre les pratiques appliquées sur le marché des subprimes et celles qui concernent le marché des prêts étudiants. À cause de cela, plus de 850 000 emprunteurs se retrouvent en situation de faillite personnelle. Si les banques n'ont pas changé de pratique, c'est qu'il y a une faille dans le système, non? Eh bien, on n'est pas sûr. En général, on reçoit des témoignages antérieurs à la crise immobilière. Bien sûr, il y a du nettoyage à faire. On essaye aussi de s'assurer, à travers nos interventions, que ces mauvaises pratiques ne se répéteront pas. À l'évidence, cette agence fédérale cherche à minimiser l'ampleur du phénomène. Victimes des banques, les étudiants le sont aussi parfois de certaines universités, celles qu'on appelle for profit. Des entreprises privées qui cherchent à dégager un bénéfice maximum pour rémunérer leurs actionnaires. Symbole de cette dérive, le Westwood College à Chicago. La justice américaine l'accuse de marketing mensonger. L'université appâte ses élèves à coups de spots publicitaires. Au Westwood College, j'ai obtenu ma maîtrise en 3 ans seulement et ils m'ont aidé à écrire mon CV. Quand j'ai reçu mon diplôme, j'avais tout ce qu'il fallait pour commencer ma carrière. Celle qui visionne cette publicité a cru au mirage. Tamara a étudié par Internet pendant 3 ans au Westwood College pour décrocher une maîtrise de communication. Ils sont très convaincants. Ils te donnent l'impression qu'ils vont t'apporter tout ce dont tu as besoin pour trouver le job de tes rêves, mais c'est complètement faux. Tamara se plaignait pendant ses études du faible niveau des cours et du manque de sérieux des professeurs. Une fois le diplôme en poche, c'est le coup de grâce. Ça, c'est ma maîtrise de communication. Un bout de papier qui m'a coûté 50 000 $, mais qui ne vaut rien. Dans mes entretiens professionnels, on m'a conseillé de retirer ce diplôme de mon CV parce qu'il me dessert pour trouver du travail. Ils considèrent l'enseignement dispensé à Westwood comme une farce. C'était mon rêve américain d'aller à l'université pour progresser dans la vie, et ça a eu l'effet opposé. D'immenses regrets et ce sentiment amer d'avoir été escroqué. Je vais vous montrer une autre technique qu'ils ont pour gagner de l'argent. Ça, ce sont les livres que nous devions leur acheter. Je dépensais au moins 500 $ par semestre en livres. C'était un vrai souci pour moi. Je les ai donc contactés pour savoir si on pouvait les acheter ailleurs. Mais on ne nous laissait pas accéder à nos cours Internet si on n'apportait pas la preuve que nous avions acheté leurs livres chez eux. Donc on n'avait vraiment pas le choix. À cause des intérêts, sa dette s'élève désormais à 60 000 €. C'est presque 2 fois plus qu'au départ. Tamara a peut-être été un peu naïve. C'est en tout cas ce que pense Roman, son mari. Lui a grandi en URSS, où emprunter était impossible. Ici, les gens se disent « Allez, on va emprunter ou mettre ça sur la carte de crédit ». C'est tellement normal pour les gens de faire comme ça. Ils devraient prévoir davantage sur le plan financier. Parce que prendre un prêt, vivre à crédit, c'est pas la bonne solution. C'est du court terme. Tamara aimerait bien porter plainte contre son école, mais elle n'a pas les moyens de payer un avocat. De son côté, le procureur de la région a ouvert une enquête sur les méthodes du Westwood College.
Depuis, cet établissement s'est-il remis en question? C'est ce que nous allons chercher à savoir avec Alexis. Souvenez-vous, c'est cet étudiant qui visitait le salon de Chicago. Lui aussi est un ancien du Westwood College. Dès que tu leur dis que ton souci c'est le financement de tes études, ils noient le poisson. Et l'étudiant se dit « Ok, je vais pas m'inquiéter pour ça, ce sont eux les experts. Ils connaissent leur travail. » C'est comme ça que ça se passe, tu vas voir. Là, c'est l'immeuble du Westwood College. Le Westwood College a refusé toutes nos demandes d'interview. Alexis va se faire passer pour un étudiant sur un campus de l'école où il n'est pas connu. Nous allons filmer son entretien en caméra cachée. Pour moi, le plus important, c'est comment payer mes études. Cool, on va voir ça. Mais d'abord, on voit si vous avez choisi la bonne filière, ok? Moi, mon souci, c'est l'argent. Comment je paye? Bien sûr. Comment ça marche? Comment on paye? Vous êtes un étudiant comme les autres, vous n'avez pas les poches pleines. Mais faites-moi confiance. On a des femmes seules, au chômage, avec 2 enfants qui viennent ici. Donc faites-moi confiance. Alexis a passé pour la 2e fois cet entretien. Pour lui, rien n'a changé. Ce sont toujours les mêmes mensonges. L'éducation pour eux, c'est juste une marchandise, un produit qu'ils vendent aux étudiants. Ils s'en foutent de l'éducation ou des étudiants. Ils veulent simplement profiter de ces jeunes qui essayent de se construire un avenir et rien d'autre. Dans toutes ces écoles, les mêmes techniques bien rodées qui, selon certains, s'apparentent à du cynisme. On leur vend de l'espoir, de la prospérité. Quand tu parles aux étudiants, donne-leur ce qu'ils veulent. Les gars, soyons leur drogue. Enfoncez la seringue, rendez-les dépendants, faites-les signer et la journée est finie pour vous. Rentrez dans votre famille, le monde est beau, c'est merveilleux. Tout ce qu'Aaron décrit dans son one-man show, c'est du vécu. Avant d'être comédien, il travaillait pour une école for-profit, où il enrôlait des centaines d'étudiants. On avait chaque mois des quotas plutôt élevés d'étudiants à enrôler. Pour garder ton emploi, tu pouvais être amené à faire signer une personne qui n'aurait pas dû être acceptée. Sinon, tu pouvais perdre ton boulot. Je me souviens d'un candidat qui savait à peine lire. Je m'en suis aperçu quand je lui ai demandé de lire la fiche d'inscription. Il n'y arrivait pas. La bonne chose à faire, ce que je voulais faire, c'était de le renvoyer en disant « Bon, écoute, je vais te conseiller d'autres pistes. » Mais on m'a demandé d'aller au bout et de l'inscrire. Ironie du sort, si Aaron n'a pas démissionné plus tôt, c'était pour rembourser son propre prêt étudiant. L'établissement où a travaillé Aaron se situe dans un quartier pauvre. Ces écoles for-profit prospèrent dans ces banlieues déshéritées depuis une vingtaine d'années. Autrefois marginales, elles attirent aujourd'hui un étudiant américain sur 10. Voilà, devant nous, c'est là où j'ai travaillé. Ces étudiants, ce sont des cibles faciles. Quand tu viens d'une famille pauvre, tu as envie de monter dans la société, de grimper sur l'échelle sociale. Ces étudiants avaient tellement envie de changer de vie, de se former, de gagner de l'argent. Ils avaient tellement envie d'avoir leur part du rêve américain, comme ils disent. Des universités privées qui ciblent des étudiants modestes et les appauvrissent davantage, des facultés publiques qui voient leurs moyens fondre. Le tableau est bien sombre. Bonjour, vous êtes avec Richard Wolff, en direct de New York. Les budgets des écoles publiques sont en train d'être réduits. C'est la conséquence directe de la crise économique. Cet économiste new-yorkais est en colère. Pour lui, la crise de la dette étudiante menace de se propager dans toute la société, ou presque. Cette crise détruit la masse de la classe moyenne, celle qui va à l'université pour être éduquée et formée et trouver un travail grâce à cette formation. Le pays va se retrouver avec un petit nombre de gens qui seront formés dans des universités prestigieuses. Ils dirigeront les grandes entreprises. Et tous les autres retourneront aux années 60, où il n'existait pas de formation supérieure pour tous. Est-il encore possible d'étudier en échappant au surendettement? Laura et O'Shea ont trouvé chacun leur solution, aussi radicale l'une que l'autre. O'Shea a 21 ans. Son choix, nous allons voir qui le paye au prix fort. Il est étudiant en art dramatique à la faculté de Santa Monica.
Il refuse d'emprunter de l'argent et pourtant, il est sans ressources. Il vient même de perdre sa bourse d'études, faute de bons résultats. C'est ce qu'il explique aujourd'hui à la caissière du bureau des étudiants. Il faut que tu aies de meilleures notes, que tu fasses un bon semestre et tu récupéreras ta bourse. Je l'espère. Sans bourse d'études, sans prêt bancaire, O'Shea pourrait chercher un job, mais il veut se consacrer à plein temps à ses études. Laura, elle, a emprunté, mais elle a trouvé une astuce pour sortir plus vite de l'endettement. Nous sommes au Kansas. Elle est arrivée de sa ville du New Hampshire, y effacer la moitié de son ardoise. Ici, c'est incroyablement plat. Tellement plat que tu peux voir jusqu'à l'horizon. Et comme tu peux le constater, il n'y a presque pas d'arbres. Et pour faire nos courses, on est obligé de faire 1 heure de route. Le Kansas, frappé par la désertification, a offert à Laura de rembourser 15 000 $ de son prêt étudiant. Une seule condition, que cette institutrice s'installe avec Jared, son mari, ici, pendant au moins 5 ans. À la ville, Laura vivait avec ses parents à 4 dans un appartement pour économiser et rembourser son prêt. Les deux époux habitent maintenant seuls dans une grande maison. C'est super, nous avons notre salon. On a une cuisine, une grande cuisine. J'adore. Maintenant, j'ai ma propre cuisine à moi. Là, c'est notre chambre. Avant, on n'avait même pas de placard à nous pour ranger nos vêtements. Il fallait les mettre sur des cintres qu'on suspendait comme on pouvait. Laura enseigne désormais à plein temps dans une petite classe de CP. Quant à Jared, son mari, il a trouvé dans le Kansas le poste de travail qu'il recherchait depuis des mois. Il est pasteur dans une église, un néo-rural lui aussi. Avant, quand on voulait sortir dîner, on avait quand même plus de choix. Oui, il y avait plein de fast-food, de restaurants. Le problème, c'est surtout le café. Il n'y a pas de bon café ici. Grâce à cette aide du Kansas, Laura est rassurée. Elle songe à fonder une famille. Mais elle refuse de s'emballer. Chaque mois, ses 500 $ de traite étudiante continuent de tomber. Là, j'ai un rappel de versement à faire. Réglé maintenant. Ils ne m'oublieront pas. Quand nous avons emménagé ici, ils étaient déjà là. Il y avait un courrier d'eux qui nous attendait dans la boîte aux lettres. Dans 5 ans, si tout se passe bien, l'institutrice aura entièrement remboursé son prêt étudiant. À 32 ans, elle pourra réaliser son rêve américain. De nombreux enfants dans une grande maison. Mais la solution proposée par le Kansas a ses limites. L'université américaine peut-elle avoir pour vocation de repeupler le désert ?